Alors, après les alcools, on va parler des acides carboxyliques. Donc le début va aller vite, vu qu'on a déjà fait leur nomenclature. Donc les acides carboxyliques, alors déjà, premièrement, ils proviennent des alcools. Parce que si vous réfléchissez, lorsqu'on a une bouteille de vin et qu'on la laisse à l'air libre, qu'est-ce qui se passe? Alors, la bouteille de vin, on dit qu'elle tourne ou qu'elle est pourrie au bout d'un temps, enfin bref, il y a le vin qui se transforme en une espèce de truc acide qui est en fait du vinaigre. Ça veut dire que le vin va se transformer en fait en vinaigre et cette réaction, c'est la réaction d'un alcool qui va être oxydé par de l'oxygène et qui va se transformer en un acide. Alors si on fait ça au niveau de l'alcool qu'il y a dans le vin, donc c'est de l'éthanol dont on a parlé, CH3CH2OH, et bien lorsqu'il se transforme en acide carboxylique, c'est un CH3COOH, c'est ce qu'on appelle de l'acide acétique ou de l'acide éthanoïque. Vous allez voir que les acides ont tous des noms usuels qui viennent de là où on les trouvait. Donc ça, c'était pour la petite histoire et l'apparition de l'acide carboxylique, donc qui est issu en général d'un alcool. Donc la formule générale, on l'a vu, c'est un R, donc une chaîne de carbone, qui est reliée à un carbone, qui va définitivement être le numéro 1 de la chaîne, qui est doublé doublement à un oxygène qui a toujours ses doublets, donc les doublets ont été oubliés lors de l'impression du truc, mais un oxygène, ça a toujours deux doublets, et à un OH, qui lui aussi, les deux doublets sont sous-entendus. Donc autrement dit, ça s'écrit R, c'est OOH. Donc quand j'écris COH comme ça sous-entend que j'ai un O et un OH et le R qui continue la chaîne de carbone. La nomenclature, je repasse dessus mais vite fait. Donc c'est les seules molécules où on a le terme acide tout au début de la molécule. Et le nom, ça va être le nom que la chaîne aurait eu en temps normal, mais on enlève le E et on remplace par OIC. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones, ça devrait être un butane, donc ça va être un acide butanoïque. Entre l'acide et la chaîne principale vient se mettre tout ce qui serait greffé à la chaîne. Donc ici, j'ai un 3-méthyl. Ici, je vais avoir un diméthyl et puis un éthyle. Alors, petit exercice de nomenclature vite fait. Donc, je vous rappelle que la chaîne principale doit porter la fonction et essayer d'être la plus longue possible. Donc, c'est de nouveau la même histoire. Vous faites l'exercice et puis vous corrigez. Donc, ça c'est ma chaîne. Et ça ici, j'ai une chaîne de 3. Donc, ça peut être celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Les 3 chaînes ont la même longueur, donc ce sera le même nom. Le carbone, celui-là est numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc c'est un acide pentanoïque sur lequel j'ai en 3 un méthyle. Et ici, j'ai un acide propanoïque. Et sur le 2, j'ai du 2,2 diméthyle. Donc ça, c'est la nomenclature comme ce qu'on a fait avant. Dans l'autre sens, je commence toujours par dessiner ma chaîne. Donc j'ai 3 carbones. Je vais mettre la fonction acide sur le carbone numéro 1. Enfin, je la mets à 1 carbone et puis ça définit le 1. Et en 2, j'ai un méthyle. Et je n'oublie pas de compléter les hydrogènes qu'il manque. Donc attention, le C du bout de chaîne n'a aucun hydrogène vu qu'il fait bien déjà ces 4 liaisons. Acide pentanoïque, 5. Et en 2, j'ai un méthyle. En 4, j'ai un méthyle. Et je complète les hydrogènes. Et celui-là, on a déjà 4. Alors, les premiers acides ont également donc un nom, c'est ce que je vous disais juste plus tôt, consacré par l'usage, qui est défini en fait de là où ils provenaient.
Donc le premier, c'est l'acide méthanoïque, ça vous le savez, mais c'est aussi l'acide formique. Pourquoi acide formique? Parce que c'est l'acide qu'on trouve dans les sécrétions des fourmis qui projettent, donc qui font ces espèces de piqûres, qui sont en réalité pas une piqûre, mais une brûlure, vu que ça projette cet acide. L'acide éthanoïque, on vient d'en parler, c'est de l'acide acétique qu'on trouve dans le vinaigre, qui venait du latin acétum, donc c'est pour ça que ça s'est appelé acétique. Alors le 3, le propanoïque, c'est de l'acide propanoïque aussi, tiens. Donc il n'a pas de nom particulier, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis dedans. Le 4, le butanoïque, c'est l'acide butyrique qui apparaît quand le beurre devient pourri, donc quand il devient acide. L'acide pentanoïque, c'est de l'acide valérique qu'on trouve dans la valériane, qui est une plante qu'on utilise donc en médecine. L'acide caproïque, ça vient de caper en latin, c'est l'acide qu'on trouve dans les glandes sexuelles des chèvres. Et bref, voilà, l'acide palmitique, c'est celui qu'on trouve, donc c'est de l'acide hexadécanoïque, donc ça veut dire 16 carbone. Donc si vous le comptez, il y en a 14, 15. Donc il y a 16 C, et c'est l'acide palmitique dans les acides gras dans l'huile de palme. Et l'acide stéraïque, ici, c'est celui qu'on utilise dans les bougies, donc pour faire de la cire. Donc, il n'est pas question que vous deviez tous les connaître. Les deux qu'on rencontre, clairement, c'est l'acide formique et l'acide acétique. Les autres, voilà, c'est de la culture, mais jamais je vous interrogerai dessus. Mais l'acide acétique, je pourrais utiliser ce terme. Et l'acide formique, même chose. Alors, maintenant on passe aux propriétés physiques. Donc c'est toujours la même histoire. Propriétés physiques, on en étudie deux, température d'ébullition et solubilité. Et bien maintenant, normalement, vu qu'on l'a vu pour les alcools et pour les alcanes, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre et me dire, tiens, un acide carboxylique, si je vous demande de comparer la température d'ébullition de deux acides carboxyliques ou d'un acide carboxylique et un alcool par exemple, ou la solubilité, vous devez pouvoir répondre. Donc les acides carboxyliques sont liquides jusqu'à 8 carbones, ensuite ils sont solides, ça c'est pas des choses sur lesquelles je vais vous interroger. Les températures d'ébullition augmentent avec la masse molaire, forcément c'est toujours pareil, on vous l'a dit au début, plus la molécule est lourde, plus il va falloir d'énergie pour la faire passer à l'état de vapeur. Pourquoi? Parce qu'elle est plus lourde, et deuxièmement parce qu'elle est plus longue, et que plus elle est longue, plus j'ai une chaîne avec des carbones et avec des interactions carbone-carbone intermoléculaires qu'il faut que je brise pour pouvoir séparer la molécule de ses voisines. Donc ça, c'est le même raisonnement que pour les autres. Donc si on compare, par exemple, le CH4 et le premier, la température d'ébullition de CH4 est de moins 161, la température d'ébullition est de 100 pour l'acide méthanoïque. Donc c'est ce que on a expliqué oui, non, je mélange un peu. Donc ça, c'est les températures au sein des acides carboxyliques, c'est ce que j'ai expliqué. Il manque une page quelque part, non? Attendez, hein. Non, il manque pas de page, alors je vais lire les phrases que j'ai écrites dans mon cours en entier. Alors oui, non, voilà, je sais. Donc ça, moi je viens de vous expliquer cette phrase-là. Je suis désolée, je patauge un peu. Donc ça, c'est cette phrase-là. Ensuite, on vous dit qu'elles sont relativement élevées par rapport aux alcanes d'origine. Ça, c'est pour la même raison que les alcools. Donc, si je compare, on va toujours prendre pour le moment les plus simples, donc du CH4 avec du CH4. Et si je compare un CHOOH avec un autre CHOH, et bien qu'est-ce que je vais voir apparaître? Exactement comme il y avait pour les alcools, ce qu'il y a dans un acide carboxylique, c'est un H qui est delta+, et tout plein de doublets électroniques. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir s'établir des ponts hydrogènes entre un doublet d'une molécule et un H d'une molécule, et le H d'une molécule et les doublets d'une autre molécule. Donc pourquoi est-ce que les températures d'ébullition sont beaucoup plus élevées que les alcanes correspondants? Parce qu'il y a des ponts hydrogènes, c'est la même raison que les alcools. Maintenant, pourquoi est-ce que si vous comparez
avec la température des alcools. Alors je ne l'ai plus en tête ici, donc il faudrait que je retrouve la page des alcools. Voilà, donc si on prend le premier, voilà, sa température d'ébullition, on va le rajouter, méthanol 65. Voilà, ici, donc si je prends le méthanol, température d'ébullition, 65 degrés. Donc si vous regardez la température d'ébullition du méthanol, elle est pile poil entre les deux. Enfin non, elle est beaucoup plus élevée que l'alcane parce qu'elle est point H, mais elle est inférieure à celle de l'acide. Pourquoi? Parce que dans l'alcool, il n'y a CH3OH et puis HOCH3. Si je regarde, au maximum par molécule, j'ai 3 ponts hydrogène qui peuvent s'établir. Ici, ce doublet-là va pouvoir être lié à un C d'une autre molécule et à un H, pardon, et cela aussi. Donc ça veut dire que par molécule, je vais pouvoir établir 5 ponts hydrogène. Donc, ici, cette molécule-là est plus tenue à ses voisines parce qu'il y a plus de possibilités d'établissement de ponts H. Alors que dans l'autre, dans l'alcool, je n'en ai que 3. Donc en gros, les molécules vont faire des interactions avec leurs voisines et plus elles en font, plus elles se tiennent les unes aux autres et donc plus vous avez besoin d'énergie pour pouvoir les séparer. Alors en plus, dans le cas des acides carboxyliques, vu leur structure, ils sont capables de former ce qu'on appelle des dimères, ce qui augmente encore leur cohésion cellulaire. Pas cellulaire, cohésion moléculaire, pardon. Alors les 4 premiers sont complètement solubles dans l'eau, mais c'est de nouveau la même chose que pour les alcools, étant donné qu'il y a des ponts H, ils sont solubles dans l'eau, mais après leur solubilité diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a allongement de la chaîne carbonée et que du coup les queues hydrophobes se remettent ensemble et ça va limiter la solubilité. Donc ça veut dire que pour la température d'ébullition, j'ai toujours 2 choses à analyser: la masse molaire de la molécule avec le nombre d'interactions CC et l'existence ou non de ponts hydrogène. Pour la solubilité, j'ai ces mêmes choses à analyser, mais je vais d'abord analyser le pont hydrogène et puis la masse moléculaire. C'est pourquoi d'abord? Parce qu'une molécule, si elle fait des ponts H, elle va être soluble. Si elle n'en fait pas, elle va être non soluble. Donc ça veut dire que si elle n'en fait pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin et d'analyser la masse molaire. Si une molécule n'est pas soluble, elle est juste pas soluble, elle ne va pas être moins pas soluble que sa voisine. Tandis que si elle est soluble, là il faut analyser la masse molaire parce que plus la masse molaire augmente, plus la solubilité diminue. Étant donné que vous avez des chaînes qui se rallongent et qui vont se rassembler avec une zone avec la tête hydrophile ici qui interagit avec les molécules d'eau qui étaient là en dessous. Donc vous allez avoir une substance qui sera en biphase même s'il y a une interaction au niveau de la tête hydrophile. Donc ça, c'est le truc de base pour pouvoir analyser toutes les molécules. Donc après on va faire ça avec les autres et à l'interro, enfin dans les exercices d'abord, vous aurez telle molécule et telle molécule, vous regardez, vous les analysez et vous me dites laquelle a la température d'ébullition la plus élevée et laquelle est la plus soluble par exemple. Alors au niveau des acides maintenant et de leur utilité dans la vie courante, alors les acides on en trouve partout même si parfois on n'en est pas tout à fait au courant. Donc c'est des agents conservateurs qui vont donc ralentir et conserver les aliments, donc les empêcher de se dégrader. On a notamment, alors c'est pas toujours rien que des produits chimiques, d'accord, donc le E260 c'est du vinaigre, donc on a tous eu des grands-mères qui faisaient des conserves et qui gardaient des cornichons par exemple dans le vinaigre ou des petits oignons dans le vinaigre, d'accord, ben, c'est un mode de concentration, de conservation et c'est pas spécialement rien que des produits chimiques. Alors on a des agents antioxydants comme la vitamine C ou l'acide citrique par exemple.
et on a l'aspirine. Alors l'aspirine, on la connaît depuis très très longtemps, c'est de l'acide salicylique. Cet acide salicylique, c'est un acide qui vient de l'écorce de saule, donc qui est un arbre, et donc c'est de l'écorce, on en faisait des tisanes, et ça permettait de faire diminuer la fièvre. Alors le problème c'était que c'est un acide, et que donc cet acide était franchement pas bon, et qu'en plus il augmentait l'acide dans l'estomac, et parfois voilà, si vous êtes par exemple sensible de l'estomac, on vous dit de ne pas prendre d'aspirine par exemple, parce que c'est quand même relativement acide. Et donc en 1700, un truc du genre, on a Bayer qui a changé cet acide salicylique en acide acétylsalicylique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acétylsalicylique? Si on regarde au niveau de la structure, voilà, ça c'est l'acide salicylique qui était issu de l'écorce de saule, et ça c'est l'acide acétylsalicylique tel que on a l'aspirine qu'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est la fonction acide carboxylique qui est toujours là, donc c'est pour ça que l'aspirine est un composé qui est acide, et que si vous avez des problèmes d'estomac, des problèmes d'ulcère par exemple, on vous dit de prendre par exemple du dafalgan plutôt que de l'aspirine. Mais ici, ça, c'est aussi une fonction acide. Et en fait, pour diminuer l'acidité de cet acide salicylique, on a remplacé cette fonction acide, ici, par une fonction COCH3, qui ne change pas la nature de la molécule ni son comportement antidouleur et anti-fièvre, mais qui va par contre diminuer son acidité, et qui permet de moins faire mal à l'estomac. Alors, comment est-ce que ça marche de l'aspirine? Alors, au niveau de l'antidouleur, donc je repasse à la page d'avant. J'ai dû mettre quelque part que c'était un antidouleur et un antifièvre, donc un antifièvre et un antidouleur. Alors, l'antidouleur, quand vous avez mal quelque part, votre cerveau a des récepteurs à la douleur. Donc ces récepteurs, c'est des espèces de petites ampoules qui vont recevoir des influx nerveux qui disent « hop, j'ai mal quelque part ». D'accord, donc la douleur vient, vous avez une rage de dents par exemple, et bien les dents, les influx nerveux, etc. vont envoyer un message jusqu'au cerveau qui va dire au cerveau douleur. Donc comme il y a douleur, du coup normalement vous allez vous faire soigner à un moment donné ou à un autre. L'antidouleur, donc l'aspirine, comment est-ce qu'elle marche? Eh bien en fait, l'aspirine, elle a une forme qui va lui permettre d'aller se caser sur ce récepteur à la douleur. Donc ça, c'est l'aspirine, ou l'acide salicylique, hein, c'est la même chose. Ils vont se caser sur le récepteur à la douleur, et donc quand l'information de douleur arrive, et qu'elle veut entrer dans le cerveau et aller se fixer sur le récepteur, eh bien elle ne peut plus s'y fixer parce qu'il y a déjà quelque chose, et du coup vous n'avez pas votre cerveau ne reçoit pas l'information de douleur, donc vous n'avez pas mal. C'est pour ça qu'on vous dit dans les pubs pour les médicaments, etc., de ne pas abuser des antidouleurs, parce que le problème c'est que ça ne guérit pas, c'est simplement, il ne fait que masquer la douleur. Donc si c'est une douleur ponctuelle, par exemple les maux de tête qui viennent et qui partent comme ça, c'est pas problématique. Si c'est une rage de dents par contre, votre dent elle se guérit pas toute seule. Donc ça veut dire que vous allez masquer la douleur, ou vous allez continuer à manger sur votre dent, elle va continuer à pourrir ou à infecter votre gencive, etc. Et donc après vous risquez d'avoir des choses qui vont être pires. Donc ça masque la douleur, ça ne guérit pas, c'est pour ça que vous ne devez pas abuser des antidouleurs. Donc voilà, alors l'aspirine c'est aussi un anticoagulant, donc j'arrive pas à récupérer mon bleu, si par exemple vous avez des grands-parents qui sont un peu vieux,
et qui ont des problèmes cardiaques par exemple, parce que le cœur des vieilles personnes, il a fonctionné toute leur vie, donc il est un petit peu fatigué, eh bien c'est possible qu'elles prennent de la cardioaspirine. La cardioaspirine, c'est une molécule qui vient se mettre dans le sang et qui va empêcher le sang de coaguler, donc il empêche les plaquettes de faire relativement bien leur travail, et donc ça permet de liquéfier le sang, et si le sang est plus liquide, eh bien c'est plus facile pour le cœur de le pomper. Donc ça permet d'augmenter la durée de vie et de diminuer la fatigue du cœur, donc des personnes qui ont soit des problèmes cardiaques, soit qui ont juste un vieux cœur parce qu'elles ont vécu longtemps. Et la fonction anti-fièvre, donc l'aspirine va intervenir dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus et régler, donc empêcher l'hypothalamus de dire au corps qu'il faut augmenter la température et donc provoquer la chute de la fièvre. Et voilà, donc ça finit les acides carboxyliques.